Bonjour et bienvenue en direct dans Morandini Live numéro 278 du lundi au vendredi dès 10h35 sur CNews et Non-Stop People. Nous décryptons pour vous l'actualité. Voici le sommaire. Nous sommes le mardi 4 décembre et à la une, le gouvernement qui cède sur la revendication principale des Gilets jaunes. Il va annoncer un moratoire sur les taxes des carburants. C'est la demande initiale des Gilets jaunes au tout début du conflit. Le gouvernement qui accepte donc de faire marche arrière alors qu'il affirmait le contraire jusque-là. Mais cela va-t-il suffire à calmer le mouvement? On en parle avec un Gilet jaune en direct face à un député de La République En Marche dans un instant. Le gouvernement recule car il craint bien sûr ce qui peut se passer samedi prochain à Paris. Il faut dire que depuis quelques heures, on assiste à une convergence des luttes qui peut être explosive. En plus des Gilets jaunes, on a vu les ambulanciers monter au créneau, mais aussi les agriculteurs, les infirmières, les lycéens. En effet, depuis hier, les lycéens entrent dans la danse. Plus de 150 établissements bloqués en France. Mais pourquoi ce mouvement? Quel rapport avec les Gilets jaunes? Louis Boyard, président de l'Union nationale des lycéens, sera également avec nous. Il s'était fait remarquer avec un coup de gueule il y a 10 jours dans l'émission Balance ton poste sur C8 en quittant le plateau. Il sera en direct avec nous ici même. Et puis comme tous les jours, un regard extérieur, celui d'un spécialiste de la com. Aujourd'hui, c'est Florian Silniki qui sera en direct avec nous. À la fin de l'émission, en espérant avoir le temps aujourd'hui, le journal des médias sera présenté par Alexandra Rost avec au sommaire aujourd'hui. On parlera peut-être donc de Frédéric Lopez qui fait ses adieux à l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Vous connaîtrez peut-être le Ballon d'Or 2018 et puis Johnny Hallyday. Demain, ça fera 1 an qu'il est parti. Les chaînes de télévision se mobilisent. Et il y aura aussi les audiences, le vidéo répondeur spécial Gilets jaunes de Sacha Elbaz et toutes vos réactions avec le hashtag Morandini Live. Mais tout d'abord, l'image du jour et ce sont les conséquences des blocages et en particulier les premières stations-service qui sont à sec, surtout dans l'ouest de la France, où il faut patienter parfois plusieurs heures pour mettre un peu d'essence dans sa voiture et arriver à la pompe, on tombe parfois sur des cuves vides. Des stations fermées, d'autres en rupture de certains carburants. À Lorient ce matin, difficile de faire le plein. Ça fait la 3e station, alors c'est bon. Ouais, ce matin, ouais. Nulle part. Comment vous allez faire là? Je rentre chez moi. Je suis à sec. Vous pouvez pas travailler? Non. Ce soir, près de 300 stations-service sont en rupture totale ou partielle de carburant et le Finistère est particulièrement touché. À Concarneau, les files d'attente s'allongent et la préfecture a pris des mesures de restriction. À 30 €, la pompe s'arrête. Ça s'arrête tout seul. Ça sera tout pour aujourd'hui. Ici, la situation n'est pas encore critique, mais certains préfèrent anticiper. C'est pour aller au travail tous les jours quand même. Du coup, on essaye quand même de Vous en avez besoin maintenant ou c'est une précaution? Un peu des deux. Vous pouvez pas attendre un petit peu? Si j'attends qu'il y ait vraiment plus d'essence pour faire le plein et que je me retrouve à pas pouvoir aller au boulot, ça va être compliqué. Voilà, une pénurie dans certaines stations qui est créée aussi par la peur des gens de manquer d'essence. Du coup, tout le monde se précipite à la station et c'est ça qui crée la pénurie. On reparle de ces gilets jaunes en moins de 2 minutes avec notre page spéciale comme tous les jours pour essayer de comprendre et de décrypter ce qui se passe et ces débats en direct. Auparavant, Alexandra, avec vous, on va regarder les audiences d'hier soir et on commence avec la guerre des talks. Et quotidien sur TMC, vous étiez 1 686 000 téléspectateurs. France 5, c'est à vous, 1 491 000. Et sur C8, vous étiez 1 126 000 à regarder Touche pas à mon poste. Et puis du côté des primes, hier soir, c'est France 2 qui est arrivé en tête. Avec Les Rivières pourpres d'Olivier Marchal, 2 épisodes inédits qui ont rassemblé 3 996 000 téléspectateurs. TF1, il n'y a pas eu de miracle pour les ultimes épisodes d'une famille formidable. Ça s'est terminé hier soir. Vous étiez 3 853 000. Sur M6, il y avait Xavier Dupont de Ligonnès dans La tête du suspect, un documentaire fiction inédit. Vous étiez 2 261 000. Et puis W9 est au pied du podium avec une rediffusion du film Iron Man 3. Vous étiez 1 413 000 devant votre écran. Et puis comme tous les jours, un top et un flop du côté de la TNT. On prend la direction de TMC avec Jurassic Park, Vélociraptor, Tyrannosaure, T-Rex, tous leurs copains. Tout ça, ça vous a plu. Vous étiez 1 052 000. Et le flop, c'est du côté de France 3. C'était l'aventure continue avec Céline Cousteau, la petite fille du commandant Cousteau. Eh bien, ça a pris l'eau, 1 034 000. Ouais, c'est vraiment très peu pour France 3. Allez, on ouvre donc notre page spéciale sur les Gilets jaunes avec un vidéo répondeur spécial Gilets jaunes. Et vous le savez, l'événement hier, c'était sur ce plateau avec cette séquence qui a été reprise partout hier, qui a fait près d'1 million de vues sur les réseaux sociaux. C'est cette députée En Marche qui était avec nous et qui n'a pas pu répondre à un gilet jaune qui l'interrogeait sur le montant du SMIC. Résultat, ça fait parler, on est allé dans la rue vous montrer cette séquence pour vous demander votre avis. C'est un vidéo répondeur spécial signé Sacha Elbaz et Nicolas Chappé.
Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Il est à combien le SMIC? Alors, je vais vous dire, vous me faites une colle. En effet, je ne connais pas. Mais vous vous rendez compte? Mais non, monsieur. Et après, vous dites que vous êtes représentatif du peuple. Comment vous réagissez à cette séquence? Vous qui êtes censé diriger, comment voulez-vous qu'on vous prenne vraiment au sérieux si vous savez même pas à quel montant se lève le SMIC? C'est pas sérieux ça, c'est pas sérieux. Là, je donne encore raison aux Gilets jaunes. Qui continuent à manifester, mais qui ne cassent pas. Franchement, les dirigeants devaient s'informer d'abord de la réalité du bas peuple. J'ai comme l'impression qu'on vit dans deux France différentes là. C'est inadmissible. C'est aberrant même. C'est aberrant, vous dites. Ah, c'est complètement aberrant. Ne pas connaître le prix du SMIC, c'est... Non. Qu'est-ce que ça traduit pour vous? Bah qu'ils en ont rien à foutre de nous. Clairement, oui, ils en ont rien à foutre des Français. C'est aussi simple que ça. Bah ouais, c'est choquant forcément. C'est choquant dans le sens où nos représentants ne connaissent même pas ce qu'ils doivent connaître. En fait, la dernière fois, j'ai dit à quelqu'un, on est dirigé par des gens qui ne vivent pas. En fait, les politiciens veulent nous faire vivre alors qu'eux-mêmes ne vivent pas. Et là, c'est encore plus grave, c'est que voilà, comme je dis, ils ne connaissent même pas ce qu'ils sont censés connaître pour nous faire vivre. Donc ça dépasse l'entendement, entre guillemets, c'est assez dramatique. Il est à combien le SMIC? Alors, je vais vous dire, vous me faites une colle. C'est quand même abusé, ouais. Ça vous choque? Un peu, ouais. Oui, ça, c'est ouais. Bah, c'est qu'elle est quand même pas renseignée, quoi. Enfin, bon, c'est quand même être dégoûté, rien savoir. Ouais, non, c'est pas normal. C'est abusé. C'est pas normal. Moi, ça m'inspire une déconnexion des élites, mais après, comme on a vu avec l'affaire Fillon, avec toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui sont bien payées, qui vivent dans un microcosme avec des chauffeurs, des choses comme ça. Donc, à mon sens, ça me semble quelque part logique, si vous voulez. Mais d'un autre côté, ça serait effectivement pas mal qu'ils aient un petit tableau de bord le matin pour leur rappeler juste les chiffres. Pour leur rappeler le montant du SMIC? Pour leur rappeler le montant du SMIC, le montant d'une baguette. C'est pas eux qui font leurs courses, on est d'accord? Non, je trouve pas ça normal en tant que députée de pas connaître le SMIC, en effet. Après, elle est peut-être en stress par rapport à être en face d'un gilet jaune ou je sais pas. Je sais pas. Je pense que oui, en effet, c'est pas normal. Mais il y a peut-être une excuse à ça. Voilà donc pour ce vidéo répondeur spécial. À nouveau, des invités, à nouveau une page spéciale dans cette émission donc consacrée aux Gilets jaunes et à ces conflits en France aujourd'hui. Pour en parler avec nous, Dimitri Houbron, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La République En Marche du Nord et vous connaissez le SMIC? Oui, bien évidemment. 1150 à peu près net. Très bien, bravo. On vérifie dès le début, au moins c'est plus simple. Ça va éviter les problèmes tout à l'heure. Florian Senlicki, bonjour. Fondateur de la Frenchcom, spécialiste de la communication, pour votre regard extérieur sur ce qui se dit sur ce plateau et sur ce qui se passe en France. Également Idy Erganès, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Gilets jaunes, vous étiez avec nous également hier. Et puis Louis Boyard, bonjour. Bonjour. Président de l'Union nationale des lycéens, parce que les lycées bougent. On va en parler dans un instant et essayer de comprendre quel est le lien et s'il y a un lien avec les Gilets jaunes. D'abord, Dimitri Houbron, député de La République En Marche. Visiblement, le gouvernement a décidé de faire marche arrière, tout en allant vers les Gilets jaunes, puisqu'il devrait annoncer, et on attend l'annonce officielle dans les minutes qui viennent, mais on le sait désormais, va être annoncé un moratoire concernant les taxes sur les carburants. C'est une bonne chose? Déjà, je pense que ce n'est pas une marche arrière, puisque depuis le départ, le gouvernement était... Depuis le départ, le gouvernement dit non, hein. Il dit qu'il ne le fera pas. Mais dans la démarche de trouver des solutions. Donc là, il y a une concertation qui a été lancée par le président de la République, et donc il était logique, je pense, le prononcé du Premier ministre confirmera les choses, mais en effet, qu'il y a un moratoire pour discuter ensemble et voir de quelle manière faire cette transition écologique. Mais pourquoi avoir perdu 3 semaines? Pourquoi avoir perdu 3 semaines? Bah oui. Mais ce n'est pas une perte de 3 semaines, c'est simplement réfléchir à dans quelles conditions on peut faire cette transition écologique tout en ne pénalisant pas les classes. Non, je comprends bien, mais pourquoi avoir attendu 3 semaines pour faire ce moratoire qui était demandé dès le début? Monsieur Morandini, vous connaissez très bien, même mieux que moi, la politique. Vous savez très bien que si un gouvernement, à chaque mobilisation, à chaque manifestation, plie dès la première mobilisation, il n'y a plus de crédit pour mener les politiques par la suite. Donc il faut attendre des bastons, il faut attendre des incidents, il faut attendre que ça pète pour accepter le moratoire. Non, il faut véritablement entendre les Français. Aujourd'hui, on a des mobilisations qui restent fortes, on a des sondages qui sont plutôt favorables aux Gilets jaunes, et donc forcément, quand on est un politique, il faut se rendre à l'évidence qu'il y a un soutien. Et donc, il faut prendre des décisions en conséquence. Mais prendre des décisions prématurées dès la première mobilisation, ça aurait été une faute politique. Idir, c'est une satisfaction pour vous, ce moratoire ? C'est une satisfaction. On va dire qu'effectivement, c'est un pas. Je considère que c'est déjà un pas. On ne va pas commencer
Mais c'était le point de départ de la revendication. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le problème, c'est que en fait, c'est vrai que ce que vous disiez, Jean-Marc, c'est que pourquoi avoir perdu autant de temps? Je veux dire, les taxes sur les carburants, c'est même vous, d'après ce que j'ai pu comprendre en fait durant toutes ces semaines, c'est que même vous ne comprenez pas ce que vous faites. Vous ne savez pas pourquoi vous voulez mettre ça. Je veux dire, l'écologie, nous sommes tous pour l'écologie, mais il faut préparer quelque chose avant. Vous savez, moi je suis informaticien. Avant d'aller voir un client, qu'est-ce que je fais? Je vais préparer déjà tout mon matériel, pour pouvoir justement l'expliquer à mon client. Vous nous expliquez quelque chose qu'on prend comme quelque chose qui est imposé, quelque chose qui, en fait, une fiscalité qui va être pour remplir les caisses de l'État. On ne peut pas... Je pense. Alors aujourd'hui, il y a un moratoire, donc c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ce plateau, vous dites j'enlève mon gilet jaune? Ah non, je n'enlèverai pas mon gilet jaune. Pourquoi? Je suis désolé. Attendez, il y a d'autres problèmes. La taxe sur le carburant, c'est effectivement quelque chose qui va venir, imputer notre salaire, salaire minable, parce qu'il faut parler de salaire minable. Vous gagnez pas combien? de salaire. Moi, je suis à 1002, je suis au SMIC, 1180 euros, donc brut, net, pardon. Et du coup, voilà, donc c'est un salaire minable. Donc effectivement, vous allez rajouter à ça une hausse sur les carburants, c'est inadmissible. Là, il y a le moratoire. Donc, oui, il y a le moratoire. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous enlevez votre gilet jaune? Alors non, je ne l'enlève pas. Pourquoi? Parce que justement, les gens aujourd'hui n'arrivent plus à vivre. Mais alors vous demandez quoi? Une hausse des salaires, une hausse du SMIC, bien entendu. Et pas une petite de 30 euros. Moi, de 200 euros net pour tout le monde. Net 200 euros net? Bien sûr. Pourquoi ça choque? Monsieur le député, 200 euros net? Ça vous choque? Non, ça ne me choque pas du tout. D'accord, non. Non, mais pour vous dire, il y a encore 18 mois, je gagnais moins que le SMIC. Donc j'ai totalement conscience des difficultés que ça Vous faisiez quoi? J'étais assistant de justice et je préparais le concours de magistrature. Donc voilà, pareil, les fins de mois, c'était très difficile pour moi. Donc j'ai parfaitement conscience des difficultés qui sont celles de nos concitoyens. Mais on a voulu mieux rémunérer le travail. De quelle manière? Est-ce qu'on augmente le SMIC, sachant que ça va impacter les entreprises? Parce que c'est le chef d'entreprise qui va devoir augmenter les salaires de tous ses salariés et qui peut entraîner des difficultés, et notamment de devoir se séparer de certains de ses employés. Ou alors, on essaye de mettre en place la stratégie qu'on a choisie, à savoir réduire les charges sociales. Et normalement, vous avez déjà pu le constater sur votre fiche de paie, en tout cas, c'est un fait. On a réduit les charges sociales et donc le salaire net ça représente combien pour le SMIC? Pour le SMIC, ça représente, alors c'est progressif pour l'instant, il y a eu 2 tranches, ça représente entre 20 et 30 euros de plus par mois. Je sais, bien évidemment, c'est pas ça qui changera fondamentalement la face du pays. Mais à un moment donné, on va le faire progressivement, parce qu'on ne peut pas d'un seul coup réformer un vase, comme vous l'avez dit, qui est plein, c'était la goutte d'eau, mais le vase, il est plein, non pas dans les 18 mois qui viennent de se passer, mais depuis des années. Juste, moi, je voudrais le regard de Louis. On va parler des revendications des lycéens, mais c'est intéressant d'avoir, puisque vous êtes jeune, vous êtes en quelle classe? Moi, je suis en BTS Communication. Vous êtes en BTS Communication, donc voilà, enfin, vous allez affronter la vie active très bientôt. Quel est le regard sur ce que vous entendez sur ce conflit? Moi, le regard que j'en ai, c'est que, très bien pour le moratoire, mais c'est pas qu'une question de carburant. On disait c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le problème, c'est pas quelques mesures, c'est la politique en général qui est menée. On avait eu Sarkozy à l'époque, François Hollande, aujourd'hui Emmanuel Macron, c'est toujours la même sauce qu'on nous resserre. Et aujourd'hui, on nous dit on a baissé les charges. Ouais, mais si jamais on baisse les charges, ça finit plus dans la sécurité sociale. Mais vous êtes inquiet pour votre avenir? Ouais, moi aujourd'hui, je suis inquiet pour mon avenir. Parce que on voit par exemple que le chômage des jeunes aujourd'hui, il est toujours extrêmement haut et que rien n'a été fait. On voit qu'aujourd'hui, la politique qui est menée pour les jeunes, elle est répressive et en fait, les jeunes n'en veulent pas. Et c'est pour ça qu'il y a autant de lycéens. Mais vous avez une solution miracle? Ouais, des solutions miracles, il en existe en fait. Bon donnez-les, parce que je pense qu'ils vont les appliquer. Elles sont miraculeuses pour nous, mais pour eux, ils ne seront pas d'accord. Parce que c'est là aujourd'hui les divergences qu'on a, c'est que, et c'est aussi ce qu'on a en commun, c'est qu'on a un quotidien difficile. Moi, par exemple, je vis encore chez mes parents, ils ont un quotidien difficile, je le subis aussi. Et en fait, c'est un problème de politique. C'est normal quand on est étudiant. Non, mais c'est pas normal pour ses parents. On est tous passés par là. Non, mais c'est normal de vivre chez ses parents. Oui, mais et en fait, justement, il faut changer le quotidien et ça passe notamment par les services publics, par exemple. Et on voit qu'aujourd'hui, les services publics, ils sont en crise. Je vais donner l'exemple de l'éducation nationale. Vous avez supprimé 2650 postes de professeurs. Donc, et plein d'autres services publics aujourd'hui ne fonctionnent plus correctement. Mais est-ce que vous êtes gilet jaune, vous, par exemple?
Moi, je parle avec un mandat pour mon organisation. Président de l'Union nationale des lycéens. Président de l'Union nationale lycéenne. Donc, il y a des lycéens qui portent des gilets jaunes sur les blocus. Vous en portez un ou pas? Moi, je parle pour mon organisation. Mais est-ce que vous sentez dans le même combat que les gilets jaunes? Parce que, honnêtement, on va se dire les choses. Il y a 150 lycées, je crois, ce matin, qui sont bloqués. C'est pas un hasard si ça arrive maintenant. C'est parce que vous voulez surfer sur ce qui se passe avec les gilets jaunes. On a lancé la date parce que les gilets jaunes qui sont sur le côté, ils se mobilisent parce qu'ils sont en colère, parce qu'on répond pas à leurs attentes, parce qu'on a un gouvernement qui offre des mesurettes, mais pas un changement de politique global qui va permettre de changer notre quotidien. Mais c'est pas opportuniste de faire ça maintenant? Non, justement, parce que si jamais c'était les jeunes qui se mettaient directement au sein des gilets jaunes, on aurait peur que nos revendications ne passent pas. Et aussi, ce serait juste une sorte de masse qui s'agrandirait. Alors que là, avoir les gilets jaunes plus les jeunes qui viennent, ça permet d'agrandir la mobilisation. Oui, ça agrandit la mobilisation, mais du coup, déjà les gilets jaunes, honnêtement, on est un peu noyés dans les revendications. Il y en a 2 ou 3 qui sortent du lot, mais chacun a ses revendications. Là, si les lycéens se mettent au milieu, votre revendication principale, c'est quoi, par exemple? Non, on a plusieurs revendications. Elles sont toutes concentrées sur l'éducation, puisque c'est notre quotidien. Mais par rapport à la plateforme Parcoursup, à la réforme du baccalauréat, aux suppressions... Mais on est très loin des soucis, par exemple, des gilets jaunes. Non, donc c'est vrai que ce mélange fait qu'on a le sentiment que tout s'agrège et que c'est impossible pour l'État de répondre à ça. C'est là où on y a pensé, c'est que l'éducation nationale est un service public. Et que nous, on a la conviction que si jamais on veut changer le quotidien des citoyens aujourd'hui, il nous faut des services publics qui puissent tourner. Et si jamais on réussit à obtenir des moyens pour l'éducation nationale en tant que ce service public-là, on est persuadé qu'on pourra aussi forcer la main pour les autres services publics. Alors je voudrais que Florian Sénilky, qui a le regard extérieur par rapport à tout ça, nous dise ce qu'il pense de la situation. On a un gilet jaune là qui dit le moratoire ça suffit pas. On a un député qui nous dit mais c'est quand même ce que vous demandiez au début, donc c'est un premier pas et il faut nous entendre. On a un lycéen qui dit nous aussi on a des revendications. On a les ambulanciers qui manifestaient dans Paris. On a les agriculteurs qui annoncent une manifestation. On a la CGT qui se lie à tout ça. Comment sortir de ça ? Le pouvoir, il considère aujourd'hui que c'est injuste. Il considère que la colère des Gilets jaunes à son encontre, elle est infondée et qu'ils ont été les premières victimes, notamment de la refiscalisation des heures supplémentaires, du plafonnement du quotient familial, et qu'au fond, les gens qui sont dans la rue, ils défilent davantage contre les politiques qui ont été menées jusque-là que contre la politique d'Emmanuel Macron. Et ça explique ce retard au démarrage de la réaction. Ils n'ont en plus pas compris cette mobilisation des Gilets jaunes, qui n'a pas d'organigramme, difficilement des porte-paroles, pas d'existence légale. Et au fond, pour un pouvoir qui est dans un cadre institutionnel très rigide, c'est extrêmement compliqué de pouvoir dialoguer avec ces gens qui sont éclatés et qui sont le symptôme à la fois de la distanciation des Français avec les partis politiques, avec les syndicats et avec tous les corps intermédiaires. On voit d'ailleurs, on n'arrive pas à monter de réunion entre le Premier ministre et les Gilets jaunes. C'est un vrai souci. On va continuer à en parler dans un instant, mais je vous propose de regarder un reportage justement sur la difficulté d'avoir des porte-paroles pour vous, parce qu'on a le sentiment qu'à chaque fois que le gouvernement veut discuter, on lui dit non, c'est pas le bon porte-parole, non, viens pas. Regardez. Il n'y a pas de leader, il n'y a que des gens qui portent la parole de ce qu'on veut, de ce que tous les Français veulent. Nous, chacun est leader. Si lui veut prendre la parole, il prend la parole. Vince veut prendre la parole. Tout le monde a ses opinions différentes. Comme je dis, chaque personne du peuple se bat pour une chose différente. Ingrid Levavasseur fait partie de ces figures sorties du lot ce dernier samedi. Pour elle, il est indispensable que les Gilets jaunes aient des représentants, mais à une condition, qu'ils soient élus. On est en train de se structurer, il faut juste un petit peu de temps pour que ce soit réellement fait. On est en train de le faire, mais on est en démocratie et pour qu'il y ait des représentants, il faut qu'ils soient élus. Le mouvement peine à s'organiser. Entre représentants, tous ne se considèrent pas légitimes. 2 clans se sont formés. D'un côté, les Gilets jaunes officiels, à l'image d'Éric Drouet, qui vient de créer ce site internet La France en colère, qui aura pour but, selon eux, de structurer le mouvement. De l'autre, les Gilets jaunes libres, incarnés notamment par Jacqueline Moureau et Benjamin Cauchy, eux, ont décidé de ne pas répondre à l'invitation d'Édouard Philippe demain à Matignon. Alors, il dit, on a du mal à s'y retrouver. Vous n'avez pas de porte-parole, le gouvernement ne sait pas avec qui négocier. C'est compliqué quand même. C'est compliqué parce que tout simplement, on a un mouvement on n'a que 3 semaines. Et il faut aussi se structurer. Oui, mais quand on entend les porte-paroles qui disent on reçoit des menaces de mort, on n'ose pas se montrer, on est protégé, etc., c'est compliqué. Alors après, ceux qui se sentent menacés ou après... Vous avez été menacé, vous, par exemple ? Pas du tout. Bien au contraire. Un gilet jaune, quand il y a un gilet jaune qui a la possibilité de s'exprimer, et d'ailleurs, je vous remercie infiniment pour votre invitation, parce que c'est aussi c'est un très bon moyen justement de diffuser des... Et de dialoguer en plus avec un député directement. Donc non, moi, je n'ai pas reçu de menace, et bien au contraire. Est-ce que vous appelez à manifester samedi ?
En votre nom. Alors, écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'appelle à manifester sans problème. Moi, ça me dérange pas. Par contre, la seule chose où je tiens à le dire, ce qui s'est passé samedi, on ne touche pas au patrimoine français. Les gars, arrêtez. Oui, mais on ne touche pas aux flics non plus. On ne touche pas au CRS, on ne touche pas aux policiers, on ne touche pas aux gendarmes, ni aux pompiers, bien évidemment. C'est bien beau de dire on ne touche pas au patrimoine, il ne faut pas toucher aux forces de l'ordre non plus. Il ne faut pas toucher aux forces de l'ordre, mais il ne faut pas toucher non plus aux manifestants qui viennent là pacifiquement, qui se sont plein la gueule parce que j'entends que la police, ils sont fatigués, etc. Moi, je ne suis pas anti-police, etc. J'ai parlé avec beaucoup de CRS, etc. Franchement, ce n'est pas évident ce qu'ils vivent actuellement. Mais moi, ce que je vois aux actualités, c'est complètement déphasé sur ce que je vois moi sur le terrain. Et pourtant, je vais aux endroits qui me sont imposés par le gouvernement. Mais ça veut dire que le moratoire qui est annoncé et qui va être annoncé officiellement par Édouard Philippe, on coupera l'antenne d'ailleurs, hein, s'il prend la parole, bien évidemment, pour que vous puissiez l'entendre, mais on sait aujourd'hui, parce que ça a été confirmé qu'il va annoncer ce moratoire, ça ne suffit pas à arrêter la manif. Mais pas du tout. Est-ce que vous pensez que le moratoire sur la hausse des carburants va permettre aux Français de mieux manger, de passer un meilleur Noël, d'acheter des vêtements... Donc c'est le SMIC, uniquement une hausse de SMIC qui permettra en tout cas de mettre en pause. Bah écoutez, moi, pour le coup, je ne vais pas parler pour tous les jeunes. Pour vous, à chaque fois. Mais moi, je parle en mon nom. Je pense qu'une belle hausse, hein, je ne parle pas d'une petite hausse parce que c'est minable de donner... Il y en a certains qui disaient 100 euros. Il y a certains gilets jaunes que j'entendais ce matin dans les médias qui disaient 100 euros, on serait content. Non, mais arrêtez. Oui, mais vous n'êtes même pas d'accord entre vous, vous voyez. Non, on est d'accord entre nous. Ramenez-moi le gilet jaune qui a dit 100 euros, c'est pas mal. Il sera d'accord avec moi si j'ai dit 200 euros. Si vous dites 300 aussi, il sera d'accord. Forcément, quand on veut 100, on est d'accord. Si on donne 200, juste Louis, vous qui êtes président de l'Union nationale des lycéens, est-ce que vous appelez à joindre les lycéens à joindre la manif de samedi? Nous, on est un syndicat lycéen et notre champ d'action, c'est sur les lycées. Bon, il y a peu de lycées qui sont ouverts le samedi, donc nous, on appelle à manifester. Vendredi, il y aura une manifestation qui sera posée à Paris. Donc manif vendredi. Manif vendredi. Il y avait déjà une grosse journée de mobilisation hier. Là, aujourd'hui, même malgré le fait qu'il n'y ait pas de date, il y a encore plein de lycées qui sont bloqués. Aujourd'hui, on a... C'est pas terrible, hein, 150 honnêtement. Alors, 150 sur une journée où il n'y a pas de date, en comptant les lycées qui avaient bloqué vendredi avant, en vérité, et aussi des lycées qui bloquent. En vérité, on peut compter au minimum 600 lycées mobilisés pour un début de mobilisation. Mais est-ce que vous appelez à joindre la manif de samedi ou pas? Nous, on appelle à toutes les dates de lutte. Nous, ce dont on appelle avec les lycéens, c'est pas l'étiquette, c'est pas la couleur du gilet qui compte. Ce qui compte, c'est de sortir dans la rue. J'ai compris, mais ma question elle est simple, c'est oui, c'est non. Est-ce que vous appelez samedi à joindre la manif? Pour la manifestation des Gilets jaunes, si les lycéens ont envie d'y aller, oui. Nous, on ne peut pas appeler à manifester, on appelle à bloquer des lycées. Je voudrais que Dimitri Houbron, député de la République En Marche, réponde. Là, vous avez deux cas précis face à vous, et c'est intéressant de les avoir juste en face. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis déjà que la colère des Gilets jaunes et cette mobilisation, moi, en tant que parlementaire, je n'ai pas attendu cette mobilisation pour être à l'écoute des citoyens. Sur beaucoup de projets de loi qu'on a menés depuis 18 mois, j'ai toujours consulté les territoires, les acteurs, les entreprises, les salariés. J'ai fait beaucoup d'immersion justement dans le quotidien de chaque corps de métier pour vraiment m'imprégner des difficultés qui sont les leurs. Donc je n'ai pas attendu cette mobilisation pour être à l'écoute. J'ai continué dans cette démarche. J'ai reçu une délégation de Gilets jaunes jeudi. Mais là, vous les entendez, ils sont face à vous. Voilà, ils sont face à vous. Qu'est-ce que vous leur dites? Comment on arrête tout ça? Comme vous l'avez dit, je suis très heureux de dialoguer avec vous, comme j'ai dialogué avec vos camarades la semaine dernière. Mais le problème... Mais qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que je leur dis? Organisez-vous. Parce que la semaine dernière, moi, j'ai échangé avec un représentant dans les Hauts-de-France. Et j'ai échangé avec lui, je lui dis, est-ce que vous êtes allé voir votre député dans votre circonscription? Il me dit non. Donc de quelle manière, quand on est élu de la nation et qu'on a quelques cartes, on n'a pas toutes les cartes, mais on a quelques cartes, comment comprendre ce type de procédé? Moi, j'ai envie d'être à leur écoute et d'apporter des solutions. Les solutions qu'on a tenté d'apporter jusqu'alors, 2008-2016, perte de pouvoir d'achat des Français, c'est clair, c'est net, c'est 440 € de moins dans le portefeuille des Français. Sur cette année 2018, ça ne se ressent pas, on ne fait pas assez de pédagogie, on ne communique pas assez, sans doute. Je suis d'accord avec vous, Mais cette exonération de la taxe d'habitation, qui est en cours. Oui, mais ça, c'est ce que je dis depuis 3 semaines. Non, mais attendez, oui, mais... tous les députés vous voyez bien que ça ne passe pas. Mais attendez, il faut passer à autre chose aujourd'hui. Mais pourquoi ça ne passe pas? Parce que sur chaque projet de loi, à chaque fois, on retient simplement, éventuellement, l'amendement qui a été rejeté. On retient, par exemple, sur la loi Elan, le glyphosate. On retient juste l'élément négatif, alors qu'on a des choses qui avancent. Moi, attendez... je voudrais que Florian Silviki nous dise pourquoi ça passe pas. Juste sur le pouvoir pourquoi il ne passe pas ce discours? Juste rappeler, la taxe d'habitation et, comme je vous l'ai dit, la réduction des charges sociales, ça représente 400 € sur une année. C'est pas considérable, mais c'est déjà ça, 40 € par mois. Et je pense attendez, moi quand j'étais à moins que le SMIC, je peux vous dire 40 € par mois, ça changeait mon quotidien. Excusez-moi, monsieur le député, si je peux me permettre une chose. Vous savez pourquoi le dialogue, il ne peut pas passer, en fait? Il y a un gros problème, en fait. C'est compliqué, à notre niveau, de comprendre
ce que vous nous dites, avec des 300 € par an, 400 € par an, sachant, connaissant très bien les salaires, vos avantages. En fait, commencez par donner l'exemple. Donnez-nous l'exemple. Dites-nous, voilà, je dis des bêtises, moi je ne connais pas la politique. Je veux dire une grosse bêtise. Si vous gagnez là-haut... Je peux vous le dire si vous voulez, comme ça on est en toute transparence. Un député, ça gagne 5 500 € à peu près. D'accord. Et moi, depuis le début de ma campagne, et j'avais pris cet engagement-là, et je le tiens, chaque mois je donne 500 € de ma rémunération au monde associatif de mon territoire, de ma poche. Mais donc j'ai conscience qu'on a une rémunération qui est élevée. Si tous vous faites l'effort de diviser votre salaire en deux, comme ça vous allez réellement... vous glissez parmi nous. Vous allez voir notre quotidien. C'est très compliqué. Vous ne pouvez pas donner de consignes, si vous voulez. Vous ne pouvez pas essayer de nous faire comprendre quelque chose, sachant que vous avez des 20 000 €, 15 000 €, 5 000 €. C'est pas possible. Il faut comprendre que c'est pas possible. Vous allez chez certains Français, vous ouvrez le frigo, vous allez trouver rien. Et vous savez pourquoi? J'ai connaissance de ça. Les pauvres se retrouvent à la rue. J'étais à cette place et la classe moyenne se retrouve pauvre. C'est mon cas. J'étais à cette place il y a 18 mois, donc j'ai conscience de ça. Mais peut-être vous, monsieur le député, mais vous n'êtes pas tout seul. Rappelez quand même, vous êtes pas parlementaire. Vous vous rendez compte des avantages qu'ils ont, vos copains là-haut? Franchement. Écoutez. Sincèrement, soyez honnête. Oui, non mais soyez honnête. Attendez. On va remettre les choses. Vous vous rendez compte des avantages? J'ai appris récemment. Vous voulez faire un monologue? Moi, je peux faire. Non, je ne fais pas de monologue, mais. Vous me laissez pas. Allez-y, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Je présente mes excuses. Un parlementaire, moi en tout cas, quand je fais mon travail à fond, c'est-à-dire je n'ai pas d'activité en parallèle, donc je suis député à 100%, 7 jours sur 7, tout le temps, je fais 80 heures semaine. Quand vous ramenez la rémunération au SMIC horaire, ça fait 17 €. Je ne crois pas que le problème ce soit le salaire du député. Enfin, honnêtement. Non, c'est pas ça. Franchement, je crois pas. Louis. Moi, vous disiez pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Vous disiez organisez-vous. Moi, je pense que vous mentez. Je pense que vous mentez parce que ça fait 18 mois que vous êtes, vous, à l'Assemblée nationale. Ça fait 18 mois qu'on a la Macronie au pouvoir et ça fait 18 mois qu'on nous donne des coups de communication, un coup de taxe d'habitation et toutes ces choses-là. Mais ce qu'on demande, c'est pas des mesurettes. Nous, ce qu'on demande, c'est une politique générale. C'est pas en faisant... Non, c'est pas du tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que, en fait, c'est ça qui manque aujourd'hui à la Macronie, c'est les idées. Non mais comment est-ce que un peu de modestie non mais c'est ce qu'il vous manque. Je veux bien qu'on débatte. Je veux bien rembourser la dette. Mais comment est-ce qu'on peut se dire progressiste et augmenter par 15 les frais d'inscription pour les étudiants étrangers? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on fait la priorité dans l'éducation nationale et supprimer 2650 postes de professeurs? Pourquoi vous ne parlez pas du dédoublement des classes dans les classes primaires? Vous parlez seulement de ce qui vous intéresse. Je vais vous dire seulement de ce qui vous intéresse. Sur la baisse de 14 € des frais d'inscription en université, vous n'en parlez pas. Sur le pass culture de 500 € par an donné aux étudiants, vous n'en parlez pas. Vous ne parlez que de ce qui vous intéresse. Et vous faites exactement la démonstration de ce qui nous insupporte, nous, Gilets jaunes et nous, lycéens. Quand on va voir le médecin, parce qu'il est tout seul face à vous. Donc, je vous explique qu'on a un quotidien qui est difficile. Et je le connais. Non, vous ne le connaissez pas. Si, je l'ai vécu. Vous ne le connaissez plus. En 18 mois, vous pensez que j'ai oublié ça? Je pense très sincèrement. Une mère seule qui élève son gamin, tu crois que j'ai oublié ça? Et ce que j'aimerais dire, c'est que oui, dédoublement des classes en primaire, mais à côté, vous avez détruit le secondaire. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est d'investir dans les services publics. Et comment est-ce qu'on peut justifier qu'on va détruire le secondaire et en même temps supprimer l'ISF? Et en même temps, est-ce qu'en 18 mois, on peut tout changer? Enfin, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas longtemps, vous appelez ça la Macronie, appelons ça comme ça si vous voulez, mais il n'y a pas longtemps qu'ils sont là. Donc il faut aussi peut-être laisser un peu de temps. Il y a une stratégie, il y a un cap, c'est ce que disent les députés, c'est ce que dit Emmanuel Macron et ce que dit le Premier ministre. Voilà, il faut peut-être attendre aussi un peu de voir des résultats. Est-ce qu'au bout de 18 mois, on peut déjà être dans la rue en disant ça ne va pas? Louis, oui. Parce que vous êtes dans la rue au bout de 18 mois. Justement, moi je me dis, ça fait que 18 ans qu'ils sont là, ils ont déjà réussi. Non, c'est pas 18 mois. C'est 18 mois. C'est pas 18 ans. Juste le regard extérieur, Florian Siliki là-dessus. Quand vous entendez ce dialogue, on a le sentiment que c'est impossible. Oui, et pourquoi il est impossible ce dialogue? C'est parce que on a une colère qui s'exprime de la part de gens qui sont dégoûtés, qui vomissent la communication des politiques. D'ailleurs, cette communication politique, les hommes politiques, ils en sont les premiers responsables. Ça fait 10 ans que la communication politique, à droite et à gauche, elle se ressemble, que tous semblent dire la même chose, et pourtant, ce boulgui-boulga de communication, il ne veut plus rien dire. Les gens ne le comprennent plus, et maintenant, ils le rejettent massivement a priori. Donc, il n'y a pas de discussion possible parce que les gens ne veulent plus discuter. Ils veulent qu'on leur propose des choses, des propositions politiques qui changent leur quotidien. Mais le temps politique, c'est pas le temps de la colère ou le temps médiatique. Et c'est évidemment très frustrant pour un pouvoir politique qui a été élu, lui, justement par des gens qui se disaient on ne veut plus des gens et des politiques et des syndicats qui nous ont dirigés, on veut quelque chose de différent. Emmanuel Macron, il a trouvé son succès là, mais aujourd'hui, il est face à cette même frustration. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans la discussion, on est dans la violence, et certains justifient la violence. C'est ce qui est frappant, d'ailleurs, quand on va voir les Gilets jaunes. Regardez. 15e jour de blocage sur ce rond-point près de Perpignan.
Macron, démission, escroc, voleur. Et les violences de ce week-end n'ont en rien entamé la détermination de ces gilets jaunes. Les actes violents, ils les condamnent, même si certains y voient un moyen de se faire entendre. Je suis pas le mec qui va aller casser, mais en attendant ceux qui cassent, il faut entendre parler d'eux. Et c'est vraiment bête. Parce que nous qui sommes dans le pacifisme, personne vient nous voir, personne n'en parle. Par contre, ceux qui cassent, on les entend. Donc vous constatez que c'est peut-être une solution, c'est ça? C'est pas une bonne solution, mais c'est la seule qui fait parler d'elle. Dans toutes les manifestations, il y a eu des casseurs. Et il en faudra. Et de toute façon, c'est malheureux, mais qui c'est qui provoque tout ça? C'est Macron avec les charges et tout ça. La violence, c'est une réponse au silence de Emmanuel Macron? Entre guillemets, ça fait partie. Voilà, on entend des gilets jaunes qui justifient la violence de samedi, et peut-être celle qu'il y aura samedi prochain à y dire. Alors, il y a quelque chose qui est frappant dans ce mouvement-là, sincèrement. On voit des gilets jaunes. Alors, il y a des casseurs, on peut toujours parler, il y a toujours eu des casseurs, excusez-moi, mais bon, ça a toujours été comme ça. Là, c'est des gilets jaunes, c'est pas des casseurs. Mais justement, j'y arrive. Donc là, on voit des gilets jaunes. Alors justement, c'est une question qu'il faudrait peut-être se poser. Comment se fait-il que des gilets jaunes, qui à la base sont des travailleurs, des gens qui produisent, on participe à l'économie française. Nous sommes des gens bien. Il faut quand même le comprendre à un moment donné. On gagne une misère parce qu'on nous offre la misère, mais on est capable de faire autre chose. Comment se fait-il qu'on arrive à devenir justement des casseurs? Comment? Est-ce que vous désavouez ceux qui disent que la violence peut se justifier? Je désavoue. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Après, vous les désavouez ou pas? Attendez, pardon. Non, pas du tout. Vous ne les désavouez pas? Non, parce qu'à proportion gardée. Donc ça veut dire que vous justifiez la violence? Je ne justifie pas la violence. Bah oui, si vous ne les désavouez pas. Non, je ne justifie pas. Je dis tout simplement que je peux comprendre des gens qui sont au bout du rouleau, des gens qui n'ont plus rien à perdre, des gens qui ont envie de se suicider parce qu'ils n'en peuvent plus. Vous vous rendez compte ce que c'est que pour un père de se défenestrer ou bien d'aller se jeter sur les rails du métro parce qu'il a perdu la face à sa famille, il a honte de ne pas pouvoir mais ça justifie d'aller frapper des policiers qui gagnent des fois autant que vous? Sincèrement, je vous laisse... Honnêtement mais bien sûr. Ça justifie d'aller frapper des policiers qui gagnent autant que vous, qui se retrouvent blessés, qui se retrouvent... Écoutez, mais ça ne justifie pas autant qu'un policier qui tape un gilet jaune qui n'a rien fait. Les policiers respectent les ordres, vous le savez bien. Non mais attendez, là j'ai vu hier une vidéo sur justement un lycéen qui s'est pris une droite dans la gueule par un CRS. Pourquoi? Pour rien. C'est un gamin, bordel, il a 16 ans, pourquoi vous le frappez? Ils sont pleins de CRS, il y a un gamin de 16 ans, vous l'avez pas vu cette vidéo? Dimitri Houbron, député de la République. Donc voilà, la violence, c'est de tous les côtés. Je suis d'accord. Voilà. Et quelle que soit sa forme, c'est toujours une erreur. C'est toujours un échec. Mais aujourd'hui, on a des forces de l'ordre qui sont à bout. Moi, je voyais ceux de ma circonscription, j'ai échangé avec eux. Ils sont épuisés parce que tous les jours, il faut y retourner, tous les jours, il faut pacifier la situation. Et tous les jours, il faut à la fois respecter ce droit de manifester et en même temps la liberté de circulation des autres concitoyens qui... moi, je reçois aussi beaucoup de messages d'autres concitoyens qui me disent « on en a marre ». Enfin, voilà, je vous le dis. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrive à se mettre autour de la table. Le moratoire, je pense que c'est la meilleure opportunité qu'on a pour se mettre autour de la table. Mais pour se mettre autour de cette table, il faut que vous ayez des représentants. Il faut que vous arriviez à nommer des personnes qui parlent. Et ça, ils sont en train de se structurer a priori pour ça. Mais la violence, c'est clair, c'est pas la violence, on est d'accord. Louis, on va venir sur les lycéens. Je vous propose de regarder quelques images qui ont été montrées hier par nos confrères de Quotidien sur différentes villes de France où il y a eu des mouvements justement sur les lycées qui étaient bloqués. Regardez. À Marseille. Ou à Lille, devant les grilles du lycée Montebello, la situation était un peu plus tendue. À Nice, mobilisation nettement plus originale avec des centaines de lycéens qui manifestaient pacifiquement sur l'autoroute. Mais l'une des images qu'on a le plus vues depuis ce matin, c'est celle-ci. Ça se passait à Aubervilliers, en banlieue parisienne. Un lycée en flammes. Et soudain, un mouvement de foule, des dizaines de jeunes qui se mettent à courir. Et on découvre que leur cible, la voici. C'est une voiture de police qui était en cours d'intervention. Et quelques minutes plus tard, c'est un camion de pompiers qui était pris à partie. Louis Boyard, président de l'Union nationale lycéenne, vous condamnez ces dernières images? Bon, ces violences qui ont eu lieu, elles ont eu lieu sur l'appel de mon organisation. Et moi, ce que je... Non, pas les violences, les manifestations ont eu lieu sur l'appel de votre organisation. Comment? C'est la manif qui a eu lieu, pas les violences. Non, les manifestations. Ouais. Mais les violences, elles ont eu lieu parce qu'il y a eu ces manifestations. Nous, on a la responsabilité d'appeler au calme. Après, on pourrait hurler qu'il faut se calmer autant que l'on veut, ça ne se calmera pas. Parce qu'on disait... Mais vous condamnez les violences? Mais c'est oui ou c'est non?
Il n'y a pas de violence à avoir. Non, oui, donc vous condamnez les violences? Il n'y a pas de violence à avoir, mais je nuance le propos. Si ces violences ont lieu, c'est parce qu'elles viennent d'une colère. Et cette colère, elle vient déjà du quotidien des lycéens, mais aussi de la répression policière dont on a fait preuve. Non, mais soyez clair, Louis. Non, mais, je suis désolé, n'essayez pas de dire dans la politique. Non, mais on est clair. Mais oui, mais bien sûr que c'est binaire. Quand on attaque des pompiers, excusez-moi, on condamne des pompiers qui sont attaqués, qui sont pour rien et qui viennent en aide aux gens. Excusez-moi. Mais pas les forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre aussi, il y avait une voiture de police qui passait. Louis. Parce qu'il faut comprendre ces gens-là aussi. Il ne faut pas... Non, on ne comprend pas des gens qui attaquent une voiture de pompiers ou qui attaquent une voiture de police. Mais quand vous vous levez à 5h du matin, que vous venez, que vous bloquez votre lycée parce que vous voulez protester, parce que vous n'avez pas le droit de vote, et que la seule réponse que vous avez, c'est une personne qui fait 2 têtes de plus que vous et qui vous étrangle jusqu'à ce que vous lâchiez le portail. N'exagérez pas non plus. Je vous le dis, c'est ce qui m'est arrivé hier. hier. C'est ce qui m'est arrivé hier. Et je ne vous mens pas, et j'ai les vidéos à l'appui. Aujourd'hui, quand on est lycéen, il y a un mépris de la jeunesse, et surtout quand il s'agit de violences policières. 110 lycéens ont été arrêtés à Arago. Ce sont des lycéens qui ont passé 3 jours en garde à vue. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de vote, on n'a aucun moyen de s'exprimer. Et quand on a envie de s'exprimer, on fait face à la répression policière. Moi, j'appelle au calme et je condamne ces violences. Et ben voilà, je dis simplement. Non, mais je dis qu'elles sont compréhensibles. Voilà, et je dis surtout qu'il n'y a qu'une seule personne aujourd'hui qui est capable d'arrêter ces violences. On ne peut pas cautionner des violences, c'est pas possible. Quand j'entends Christophe Castaner appeler à la responsabilisation individuelle, je dis que c'est irresponsable de sa part. C'est lui le ministre de l'Intérieur, c'est le gouvernement aussi qui est capable de répondre à nos attentes et à mettre fin à ces attentes. Écoutez-nous, il n'y aura pas de violence. Allez-y, Dimitri Houbon, député de la République En Marche. Vous êtes un représentant qui est sans doute destiné à être bien plus dans le futur. C'est totalement irresponsable d'essayer de trouver une excuse aux violences. La colère, elle est légitime. Mais il y a plein de moyens de l'exprimer autrement. Des manifestations dans le pays, on en a connu depuis des années, des décennies. C'est l'identité même de notre pays de manifester et de se révolter. À un moment donné, quand on s'attaque à des lycées et qu'on y met feu, à un moment donné, quand on tape sur des policiers, vous pouvez sourire, ça ne changera rien. À un moment donné, quand on fait ces choses-là et quand on lance des pierres sur les camions de pompiers, c'est l'état de droit qu'on remet en cause. Et l'état de droit, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, c'est le contrat social qu'on a passé. On remet une partie de notre liberté dans les mains de l'État pour que chacun puisse vivre en paix de façon pacifiée. À un moment donné, quand on bloque une autoroute, c'est très bien, à la limite c'est pacifique. Mais il faut penser aussi à tous les gens qui sont bloqués pour aller travailler, qui arriveront en retard ou qui éventuellement rateront des choses. Parce que la précarité, c'est aussi l'infirmière à domicile, c'est aussi le livreur, c'est aussi le commerçant qui perd un pouvoir. Les infirmières qui étaient dans les rues aussi, mais les ambulanciers qui étaient dans les rues aussi. Et comment ils le font aussi dans les manifestations? Non, mais attendez, je vais jusqu'au bout et après, si vous voulez vous exprimer, il n'y a pas de souci. Ces gens-là aussi sont dans la précarité parce qu'ils ne peuvent pas circuler librement, parce qu'ils ne peuvent pas aller voir leurs patients, parce que parfois on ne peut pas aller voir des membres de sa famille le week-end parce qu'on est bloqué. Parce que parfois ça existe aussi. On impose de mettre le gilet jaune sur pare-brise et beaucoup viennent me dire écoute, je suis pas d'accord avec eux, mais je le mets sur pare-brise pour pouvoir passer librement parce que sinon on me bloque. À un moment donné, il faut mettre tout sur la table. Moi, je veux bien prendre des responsabilités et dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est d'ailleurs le sens de l'engagement que j'ai depuis le début. Et je ne souhaite pas faire une carrière politique, je vous le dis tout de suite. Au maximum, je ferai 10 ans et après, je laisserai la place parce que je considère qu'il ne faut pas le faire au-delà, sinon ça devient une profession et je ne veux surtout pas arriver dans ce stade-là. Alors, juste Louis Boyard, puisque le député vous a dit... J'aimerais juste ajouter quelque chose. Vous a dit de ne pas justifier la violence. Mais en faveur de l'état de droit. Sauf que nous, lycéens, nous n'avons pas le droit de vote, nous n'avons rien pour nous exprimer. Et des manifestations, il y en a qui ont eu lieu l'année dernière avec Parcoursup, la réforme du baccalauréat. On n'a rien obtenu. Et pourquoi vous n'avez rien obtenu? Eh ben, je vais vous le dire, parce que tout simplement, les manifestations, ça ne vous fait pas bouger. Par contre, j'ai eu 250 lycées qui ont été bloqués vendredi. J'ai été appelé en urgence au ministère de l'Éducation nationale et ils sont prêts à discuter. Mais personne n'est contre les blocages, on parle de la violence. On ne parle pas des blocages des lycées. La manifestation, je n'ai jamais remis en cause, c'est un droit fondamental. Et donc non, vous dites que les blocages, ce n'est pas respecter l'état de droit. Non, il a dit la violence. La violence contre les forces de l'ordre. Quand nous, on opère des blocages, on fait face à la répression policière. Attendez, les images que je vois là, c'est des gens sur des grilles, c'est un lycée qui prend feu. À un moment donné... Excusez-moi, voilà. Juste une petite chose. Et dire que ce soit bien clair, je condamne les violences. C'est inadmissible. Ouais, mais Louis est plus... je condamne les violences. Je vais juste aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Je condamne les violences. C'est inadmissible qu'on casse. Alors franchement, souiller l'Arc de Triomphe, c'est non mais ça on a compris, mais l'Arc de Triomphe c'est un symbole. Non, mais moi j'ai vu des images de policiers qui sont troussés, j'ai vu des images de pompiers qui sont troussés à l'instant par des lycéens. Alors justement, toute forme de violence, moi je ne suis pas pour preuve, je suis allé manifester au Champ de Mars, je suis allé aux Champs-Élysées. Voilà, je suis tout contre ça. C'est pas ça que je dis, je ne cautionne pas du tout, j'en ferai pas partie, ça c'est sûr et certain. Et je dis juste une chose. Je ne dis pas ils ont raison, oui, je les comprends. Je dis tout simplement que c'est une succession de ras-le-bol
qui mènent, certes, bon, il y en a, ils sont toujours comme ça, et voilà. Mais il y a des personnes qui sont bien. Il y a des gens qui bien sont. sûr, bien sûr. Je voudrais juste qu'on entende un dernier extrait. Pourquoi J'entends bien. Je voudrais qu'on entende un dernier extrait parce qu'hier, vous avez dit que vous manifesterez samedi. Louis, vous avez dit vendredi et peut-être samedi, ceux qu'ils veulent avec les Gilets jaunes. Je voudrais qu'on entende un extrait. C'est un policier qui s'est exprimé sur BFM TV, qui est très inquiet vis-à-vis de ce qui peut se passer samedi. Un policier qui dit qu'il pourra peut-être y avoir des morts samedi, à la fois du côté des manifestants et à la fois du côté des policiers. Écoutez-le. Je crains des morts samedi prochain. Ah, vous craignez des morts samedi prochain? Je crains des morts samedi prochain. Et je crains des morts tant chez les policiers que chez les manifestants. Donc vous avez même des commandants de CRS particulièrement aguerris qui vous disent on a eu peur de ne pas rentrer nos hommes ce soir au cantonnement. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? On sera dans un état de légitime défense qui n'est pas prévu dans le maintien de l'ordre. Mais à un moment donné, mes collègues vont vouloir sauver leur peau, qu'ils soient policiers ou gendarmes. Voilà, quand vous entendez ça, vous ne dites pas qu'il faut peut-être attendre, il y a un moratoire, il faut peut-être attendre et ne pas manifester samedi. Le problème, Jean-Marc, pardon, il y a un moratoire, c'est très bien, honnêtement, c'est très bien. Le problème, c'est que c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, ça va pas changer le quotidien des Français. Oui, mais c'est un moratoire, c'est un geste vers vous. Oui, donc on peut peut-être se dire plutôt qu'il y ait des morts et qu'on se retrouve ici même lundi matin en disant mais il y a eu un mort, il y a eu 2 morts, ou chez les policiers ou chez les victimes, de dire attendons, voilà, il y a un moratoire, il y a un geste, allons discuter, non? Il faut qu'on arrive à discuter. Moi, vous avez des représentants. Je suis d'accord avec vous. Je suis pour la discussion. Maintenant, moi, je suis un seul gilet jaune. Oui, vous avez un avis. Je peux pas. Moi, mon avis. Vous pensez pas qu'il faut attendre, faire une pause, mon avis, ne pas prendre de risques? Moi, mon avis, ce serait de prendre aussi du temps chez les gilets jaunes, commencer à se concerter, commencer à se reposer un petit peu, effectivement, éviter tous ces débordements. Que tout le monde reprenne ses esprits. Louis Boyard, un dernier mot. Vous ne pensez pas qu'il faut peut-être faire pause? Moi, je pense que... Et aujourd'hui, je l'ai déjà dit, il n'y a qu'une seule personne aujourd'hui qui peut arrêter ces violences et qui peut arrêter tous ces débordements parce qu'aujourd'hui, ce mouvement, il est incontrôlable. Moi-même, pourtant, qui appelle à ces dates-là, je ne peux pas contrôler ce qui se passe dans les lycées. Oui, mais c'est pas responsable. Alors, vous êtes responsable. Non, mais... Vous êtes un responsable. Non, mais je suis responsable, mais je ne peux pas l'être de tout parce que la situation aujourd'hui est tellement grave, tellement considérante que plus rien ne... Mais quand vous entendez ce policier qui dit qu'il risque d'y avoir des morts, vous vous dites pas on va peut-être faire une pause? Mais je le dis, on ne peut pas faire de pause. Même si jamais mon organisation arrêtait de faire des appels et même si les porte-paroles des Gilets jaunes disaient d'arrêter, il y aurait toujours des choses. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne qui est capable d'arrêter tout ça. C'est Emmanuel Macron. Et dire on fait un pas en avant, les gens, ils vont pas l'entendre. Peut-être les porte-paroles, peut-être moi. Parce que moi, je discute avec ces gens-là. Mais les gens qui sont dans la rue, ils ne l'entendront pas. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui, les personnes qui sont responsables de ces violences, les personnes qui sont responsables de la souffrance des policiers et des manifestants, en fait, c'est le gouvernement en place. Et puis, allez expliquer aussi à l'île de la Réunion. Vous voyez que les violences à l'île de la Réunion ont commencé bien plus tôt. On voit bien que c'est Mais ça s'est calmé. Mais oui, d'accord, mais c'est la misère qu'il faut... Un mot de conclusion, Florian, par rapport à tout ce que vous avez entendu, en une phrase, une conclusion. Emmanuel Macron, il doit prendre la parole vite, et c'est une erreur stratégique de sa part de se reposer sur ce Premier ministre et sur son rôle institutionnel de fusible, parce que la coalition des mécontentements qui naît là, elle va être immaîtrisable pour ce pouvoir politique qui devra demain prendre des mesures qui seront beaucoup plus contraignantes et plus insatisfaisantes pour lui que celles qu'il peut prendre aujourd'hui pour apaiser les esprits. Voilà, et on apprend à l'instant que le Premier ministre Édouard Philippe confirme ce moratoire sur la hausse des taxes et des carburants qu'on annonçait depuis ce matin. Merci Dimitri Houbron d'avoir été avec nous, député de la République En Marche du Nord. Idir Gans, merci également d'avoir été avec nous. Florian Silniki, fondateur de la Frenchcom, et puis Louis Boyard, président de l'Union nationale des lycéens. Rapidement, le journal des médias avec vous, Alexandra, et on commence avec Frédéric Lopez en Terre Inconnue. Ce soir, c'est sa dernière. Et oui, une page se tourne pour l'animateur. Le dernier voyage, c'est ce soir en compagnie de Thomas Pesquet. Les détails, c'est avec Solène Boisset. Frédéric Lopez présentera ce mardi soir sa dernière émission de Rendez-vous en Terre Inconnue, après 14 ans de bons et loyaux services à la tête de cette émission emblématique de France Télévisions. Un départ difficile qu'il doit entre autres à ces perpétuelles séparations qui l'ont très lourdement affecté au fil du temps. Je me suis rendu compte que cette émission était dévastatrice. On va chez des gens, ils nous ouvrent leur maison et leur cœur, mais ce n'est pas naturel de s'attacher autant à quelqu'un sans jamais le revoir. Frédéric Lopez tire donc sa révérence. Pour autant, son émission fétiche, elle, ne quitte pas son poste et sera reprise par Raphaël de Casabianca. Mais avec ce départ, le producteur de 51 ans signe peut-être aussi la fin de l'animation télévisée tout court. Mon rêve est de fabriquer des programmes que je ne présente pas. Je prépare un magazine hebdomadaire pour France 2 et je travaille sur un projet qui n'a rien à voir avec la télé. Cela me fait un peu peur, mais j'ai décidé de franchir le pas. L'animateur restera le producteur de l'émission et prépare un roman autobiographique sur les coulisses du programme.
Pour ce dernier numéro, Frédéric Lopez s'envole en Colombie en compagnie de Thomas Pesquet. Un épisode qui promet de l'émotion. Dans l'actu média également, tout le monde veut prendre sa place. Et Marie-Christine qui a perdu sa place de championne. Elle aura enchaîné 213 victoires. La candidate s'est inclinée sur un questionnaire consacré à la justice et à la télévision. Elle aura répondu au total à 1295 questions au cours de ce jeu. Mais malgré cette défaite, elle reste la championne inégalée de participation à un jeu télé. Et puis la dernière petite info, Destination Eurovision, Vita et André Manoukian qui rejoignent le jury. Et oui, France 2 diffusera prochainement la saison 2 donc, de ce télécrochet. Ça bouge, question jury. Amir et Isabelle Boulay partent. Selon TV Mag, Vita et André Manoukian, vous venez de le dire, rejoignent ce jury. Seul Christophe Willem conserve sa place et à l'animation, c'est Garou qui reste. Il l'a confirmé par Twitter. Et on vous rappelle que ce télécrochet, il est fait quand même pour choisir le candidat qui représentera la France à l'Eurovision. Merci beaucoup Alexandra. Merci à tous. On se retrouve demain en direct à partir de 10h35 pour continuer à décrypter l'actu. Merci d'être avec nous et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. À demain.